À quelle occasion est-ce que tu connais des auteurs? On s'est déjà connus quand vous étiez à l'université. André Gravel. Vous étiez président de l'association des profs des étudiants de droit de Sherbrooke. Oui, oui, la jette. Savez-vous qui était là aussi? Ah oui, d'accord. Allez-y. Ça va donner lieu à une publication. Le volume, en fait, c'est un collectif d'une dizaine d'auteurs qui origine d'un colloque tenu il y a 1 an et demi à l'Université de Montréal, organisé par le collectif des intellectuels pour la laïcité. Groupe qui s'est formé autour d'une déclaration pour un Québec laïque et pluraliste qui avait été publiée et mise sur les sites Internet 1 an auparavant. Et dans le temps de le dire, sans qu'on fasse rien, elle avait ramassé 3400 signatures. Déclaration qui voulait faire contrepoids, un manifeste qui était connu également sous le nom de Manifeste pour un Québec pluraliste. Alors nous, on veut un Québec pluraliste et laïque. Alors, les deux orientations de ces deux déclarations, le manifeste était de laïcité ouverte et la déclaration des intellectuels de la laïcité, de laïcité tout court sans objectif. Un colloque a été tenu autour des orientations qu'on avait proposées dans cette déclaration. Et vous avez ce soir donc le lancement du volume qui est issu en partie des communications présentées à ce colloque. Tous ceux qui ont présenté des communications au colloque à l'Université de Montréal sont dans le volume, et puis 3 autres personnes ont été invitées aussi à présenter des textes. Je vous nomme les auteurs: Bernard Andrès, Caroline Beauchamp, Dumila Benabil, Francine Descaries, Julie Latour, Henri Peña-Ruiz, Guy Rocher, Paul Sabourin, Daniel Turp et moi-même, ainsi que Yvan Lamonde qui a co-dirigé l'ouvrage avec moi. Alors, je vais vous laisser la parole tout de suite aux 4 des auteurs. Vous avez entre 10 à 12 minutes maximum, puisqu'on veut laisser plus de temps à l'échange avec le public. Alors, ça commence à ma droite avec Guy Rocher, qui sera suivi de présentation de Julie Latour, Daniel Turp et Dumila Benabil. C'est des gens connus, mais bon, Guy Rocher, professeur de sociologie de l'Université de Montréal, professeur émérite, Julie Latour, avocate. On a entendu son nom récemment. Conseil du statut de la femme. Daniel Turp, professeur de faculté de droit de l'Université de Montréal. Dumila Benabil, auteur bien connu et ex-candidate aux élections au Parti québécois et militante laïque et féministe. Alors, je laisse la parole d'abord à M. Guy Rocher. Top chrono. Merci Daniel. Merci à vous tous et toutes d'être là. En réalité, pour, je crois, les 10 auteurs de cet ouvrage et participants à ce colloque, pour nous, je pense qu'on peut dire que c'est une étape. C'est une étape dans un mouvement qui a commencé pour chacun de nous, les 10, il y a quelque temps. Je ne saurais dire pour les autres, mais je pense que ce que je peux dire, c'est que le 24 avril 2012, quand nous nous sommes rencontrés pour ce colloque l'année dernière, nous arrivions chacun avec un parcours particulier, un parcours à chacun de nous, mais un parcours qui finalement nous amenait dans cette convergence où nous nous retrouvions dans une complicité, dans une même conception de la laïcité pour le présent et pour l'avenir du Québec. Et pour moi, je peux dire que c'était un moment très stimulant parce que, entre autres, en ce qui me concerne, ça m'a forcé à préciser certains arguments que je portais déjà, mais que j'ai essayé de préciser dans la communication que j'avais faite. Et c'est le chapitre, finalement, qui est dans cet ouvrage. J'ai essayé de préciser les arguments en faveur de la laïcité que nous appuyons. Arguments sociologiques, arguments historiques et arguments politiques, ce sont les 3 grands. Je ne résume pas mon article, mon chapitre, je vous laisse le plaisir ou la tâche de le lire.
Plutôt, je voudrais vous dire qu'en ce qui me concerne dans ce parcours que nous avons fait chacun, pour moi, ce qui me portait en particulier, c'est la démarche que j'ai dû faire depuis un bon nombre d'années dans le monde de l'éducation. Parce que dans ce monde de l'éducation, depuis 50 ans, depuis la commission parents, j'ai cherché à expliquer pourquoi nous devons, au Québec en particulier, chez les francophones du Québec, valoriser l'enseignement public. Le secteur public, particulièrement au primaire et au secondaire. Pourquoi? Parce que c'est l'école publique qui est l'école ouverte à tous et à toutes. C'est l'école publique qui réalise le mieux l'objectif principal que nous portons depuis 50 ans, l'accessibilité de tous et toutes à l'éducation. C'est l'école publique qui est la meilleure représentation et le meilleur symbole et en même temps le meilleur chemin de la démocratisation du système d'enseignement du Québec. Or, l'école publique, elle est ouverte à tous et c'est son exigence d'être ouverte à toutes les convictions de tous les parents et de tous les enfants et de tous les élèves qui se présentent à l'école publique. Si bien que l'accessibilité et la laïcité dans mon esprit ont fini par se rejoindre. La laïcité est une condition de l'accessibilité. La laïcité, la neutralité religieuse de l'école est une condition de l'accessibilité de tous et toutes. Et je dois dire que j'ai subi une période d'étonnement et aussi un peu de colère quand j'ai lu dans le rapport Bouchard-Taylor, que nous connaissons tous maintenant, bien sûr, sans l'avoir tous lu peut-être, mais enfin, nous le connaissons. Eh bien, dans ce rapport, les commissaires proposaient que non, les enseignants, eux, pouvaient porter des signes religieux. À la différence de la police, à la différence des juges, oui, les enseignants peuvent. Eh bien, j'étais profondément étonné parce que j'ai bien confiance en la police. Bien sûr, j'ai même beaucoup de respect pour la police. Mais les enseignants ont une influence bien plus grande que la police dans la vie d'une société. Que la police. Hier soir, à la télévision, j'entendais M. Bouchard dire que la police, les polices et les juges ne devaient pas porter d'insignes religieux parce qu'ils ont un pouvoir de coercition, disait-il. C'est son expression, ça m'a frappé. Oui, bien d'accord. Mais les enseignants, eux, n'ont peut-être pas un pouvoir de coercition, mais ils ont une énorme influence. Et parler seulement de pouvoir de coercition comme étant la seule base de la laïcité, ça me paraît le petit bout de la lorgnette, d'une petite lorgnette. Eh bien, ce que je voulais dire, c'est qu'aussi, dans le même sens, une institution comme une école, ce n'est pas une abstraction, parce qu'on continue à nous faire croire qu'il y a d'un côté l'institution et l'autre le personnel, que ce sont deux choses très différentes. Ah bien, moi, comme sociologue, je dis, mais c'est une erreur monumentale, comme sociologue. J'ai enseigné pendant 60 ans l'idée qu'une institution existe parce que ceux qui la font sont là, qui la font. Une école, elle existe parce qu'il y a un bâtiment, un immeuble, beau ou laid, probablement très laid, mais il y a un immeuble. Une école existe parce qu'il y a une directrice, un directeur de l'école. Une école existe parce qu'il y a des enseignants. Une école existe parce qu'il y a des règlements. C'est ça, une école. Et quand on dit une bonne école, ben c'est tout ça. C'est tout ça. C'est pas une abstraction. Eh bien, je n'arrive pas à accepter, comme sociologue, que l'on dise qu'une institution et son personnel, c'est deux choses différentes. Une institution, si ça existe quelque part, c'est bien par des institutions. Je dirais à côté de mes amis juristes que le droit est une institution, mais il existe surtout par les juristes et par les tribunaux et par le législateur. Le droit en lui-même, c'est une abstraction, bien sûr, mais
c'est la différence que nous faisons entre, dans la sociologie du droit, law in the book et living law. L'accessibilité, donc, pour moi, est une question non pas seulement du présent, l'accessibilité aux études, mais c'est une question aussi de l'avenir. Nous sommes engagés dans un long mouvement qui n'est pas terminé pour réaliser, entre guillemets, un jour, si c'est possible, l'accessibilité de tous. Et donc, dans cette perspective, la laïcité, la neutralité des institutions publiques, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Je trouve qu'en ce moment, dans le débat, nous en parlons comme si ce n'était que pour aujourd'hui, que pour les gens qui sont aujourd'hui au Québec, que pour les minorités d'aujourd'hui, que l'on fait cette charte, ou que l'on fera cette charte. Bien sûr que l'islam, en ce moment, ici, comme dans beaucoup de pays, occupe une place importante, bien sûr. Mais, je tiens à dire que cette charte n'est pas faite pour seulement l'islam. Cette charte, à mon avis, elle devra être pensée, elle doit être pensée pour tous les fondamentalismes religieux qui existent autour de nous et qui existeront encore sans doute, chrétiens et autres. Il y a des fondamentalismes chrétiens. Il y a en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Canada, des évangélistes très importants, si bien qu'ils menacent même l'Église catholique en Amérique du Sud, on le sait très bien en ce moment. Ici au Québec, nous avons connu, et je pense que ça existe encore, des sectes religieuses importantes. Vous vous souvenez de ce qui s'appelait les apôtres de l'amour infini? Ça vous dit quelque chose? C'était pas si loin pourtant, hein? Et c'est quand même important, les apôtres de l'amour infini. C'est une secte chrétienne qui a été créée en 1962, ici au Québec, par deux personnes, un dénommé Colin et un dénommé Jean-Gaston Tremblay. Le dénommé Colin est devenu le pape Clément XV et Jean-Gaston Tremblay est devenu le pape Grégoire XVI et on l'appelait plutôt le pape Jean. Ils ont été propriétaires de 500 acres à Saint-Jovite, un immense monastère. Il y avait au moins 500 personnes qui habitaient là. 500 personnes. Et il y a, évidemment, ça a été l'objet c'était devant les tribunaux. Eh bien, je dis, il y en aura d'autres fondamentalismes de toutes sortes. Eh bien, il ne faut pas s'attacher à un moment dans cette course dans laquelle nous sommes engagés. Au contraire. Je pense qu'il faut penser cette charte pour le siècle qui s'en vient. C'est ainsi qu'elle devrait être pensée. Et pour moi, la laïcité s'inscrit dans cette perspective-là. Je voudrais simplement terminer, si vous me permettez, en remerciant Julie Latour d'avoir organisé cette réception et ce panel ce soir. Je voudrais remercier Daniel et Yvan Lamonde qui ont travaillé beaucoup à ce que ce livre paraisse et remercier les pairs de l'Université Laval qui ont accepté de le faire. Merci. Merci beaucoup. Alors, on est dans le temps de 10 minutes pile, avec peut-être 30 secondes. Alors, Julie, vas-y. Alors, bonsoir à tous. Je dois dire que je suis très fière de partager cette tribune avec des gens de qualité. Tout d'abord, M. Guy Rocher, qui est un intellectuel phare du Québec depuis plus de 50 ans, qui a aussi eu un engagement politique concret pour le devenir du Québec et qui nous amène la valeur de cette mémoire historique qui fait si souvent défaut dans une société de l'instantanéité et surtout qui est le plus jeune d'esprit de nous tous. Daniel Turp, constitutionnaliste de renom, qui a également eu et qui a toujours un engagement politique qui donc passe de la parole à l'action. Et
Djemila Benhabib qui a enrichi le Québec de sa vision, qui fait corps avec nos combats et qui démontre toute leur portée universelle. Et Daniel Barry, enfin, anthropologue, journaliste, qui amène énergie et ébullition à nos travaux. Alors, dans le cadre de mon propos, comme nous devons être brefs, pour une juriste, c'est un défi, alors je vais concentrer un peu par touche impressionniste mon propos pour, d'une part, répondre à cinq des critiques majeures qui sont formulées actuellement à l'encontre des orientations gouvernementales par les tenants du statu quo de la laïcité ouverte et qui reçoivent une grande attention médiatique. Alors, donc, je tiens à répondre aux assertions. La première, qu'il n'y aurait actuellement pas de crise, que nous n'avons pas besoin d'intervenir, que tout est clair, que l'on brime des droits individuels en intervenant, et enfin que toute intervention ne passera pas le test des tribunaux. Alors, je vais aborder rapidement en quoi consiste la neutralité de l'État ou la laïcité, mais je sais que Djemila en parlera elle aussi avec beaucoup d'à-propos. Brosser rapidement notre structure constitutionnelle et quel impact elle a sur le débat, les conséquences du recours généralisé au principe d'accommodement, en particulier dans un environnement qui n'est pas balisé par une législation habilitante, l'insécurité juridique qui est causée par les décisions des tribunaux, en particulier celle de la Cour suprême du Canada et les tensions sociales qu'elle génère, qu'est-ce que la neutralité de l'État qui doit être réelle et apparente, et comment assurer la protection juridique de la laïcité. Alors, ce qui est assez ironique dans le débat actuel, c'est de constater que, alors que jusqu'à la Révolution tranquille, le Québec a fait l'objet de moqueries de la part du Canada anglais pour sa piété collective et l'importance de son clergé, étant qualifié de priest-ridden province. Et maintenant que le Québec veut continuer cette déconfessionnalisation et mieux assurer sa sécularisation, elle devient la province paria, alors de priest-ridden à paria. Qu'est-ce que la laïcité? On entend souvent en ce moment les critiques formulées nous voulons une société inclusive, donc que la laïcité menace. Au contraire, la laïcité, c'est le socle du pluralisme sociétal, et donc elle est constitutive du principe même de liberté de religion, puisque c'est par la neutralité de l'État que la liberté religieuse pour tous les croyants peut se matérialiser, mais aussi la liberté, donc la liberté de croire, mais aussi celle de ne pas croire. Se juxtapose la liberté de conscience qui est beaucoup oubliée dans le présent débat. Et alors, il y a des composantes institutionnelles qui sont la séparation de l'État et des religions, la neutralité de l'État et la laïcité des institutions. Il y a des composantes aussi de nature individuelle, donc cette liberté de religion, cette liberté de conscience, mais viennent avec ces composantes des exigences. Donc, cette neutralité réelle et effective de l'État. Et en ce moment, c'est un peu comme si nous avions les avantages d'une neutralité de l'État sans l'exigence qui était intrinsèque, notamment d'affirmer la laïcité et cette neutralité effective des agents de l'État. Et ce que ça entraîne, c'est une porosité du principe, incluant même sur l'intégrité du droit. J'y reviendrai. Alors, dans le jugement de mai dernier de la Cour d'appel concernant la récitation de la prière à Ville de Saguenay, la Cour d'appel d'entrée de jeu constate qu'il n'existe pas au Québec une telle chose appelée charte de la laïcité, et c'est ainsi que les juges donc, décident par eux-mêmes, et un peu à la surprise générale, cette décision sur laquelle je reviendrai. Or, dans la majorité des démocraties occidentales, l'acte constitutionnel fondateur contient une disposition qui aménage un aménagement institutionnel de la religion dans la vie civique. Le Canada fait exception à cette pratique, puisque l'acte constitutionnel fondateur de 1867 est muet à cet égard, sauf quant à l'aménagement de la confessionnalité scolaire. Et un siècle plus tard, se greffe une charte des droits à cet acte fondateur
qui amène des libertés fondamentales et des droits et libertés, davantage d'une portée individuelle vu le contexte. Et d'ailleurs, quand on fait référence à l'acte fondateur, soudainement en 1982, on parle de façon concomitante à la primauté du droit, à une suprématie de Dieu, mais lors de la fondation du Canada, il ne semblait pas que les provinces fondatrices aient été au diapason à cet égard, puisque l'acte était muet. Alors, donc, l'absence d'un cadre législatif constitutionnel pour aménager la neutralité de l'État génère deux problèmes majeurs. Tout d'abord, un déficit démocratique de nature politique, puisque c'est par la voie des délibérations citoyennes et des institutions parlementaires que compromis doit se dégager afin d'établir les modalités de la neutralité religieuse dans une société démocratique. C'est donc par une règle de droit qu'il faut l'établir. Et en second lieu, cette absence de balises interprétatives engendre une confusion et une insécurité au plan juridique en provoquant un recours systématique au concept d'accommodement raisonnable. Et donc, puisque cette règle à laquelle on veut déroger n'est pas énoncée, je soumets qu'il s'agit là d'une atteinte à la primauté du droit. À l'origine, la notion, le concept d'accommodement provient du droit américain, en particulier du droit du travail, qui est un droit fortement balisé, au Québec, au Canada en particulier, par le Code du travail, le Code civil, la loi sur les normes du travail, les conventions collectives. Donc, quand un arbitre ou un juge est saisi d'une demande de dérogation en matière d'emploi ou de travail à une règle d'application générale, il a beaucoup d'instruments pour jauger, pour analyser et poser les balises entre la demande individuelle, les conditions collectives, alors qu'en matière de liberté de religion, c'est un vacuum complet. Et je vous soumets que c'est cette insécurité juridique et ce déficit démocratique qui ont causé ce que l'on appelait la crise des accommodements, et non pas, comme l'ont défini les commissaires Gérard Bouchard et Charles Taylor, une création des médias ou une paranoïa populaire. Il y a un sentiment légitime à cet égard. Et au niveau des atteintes à l'intégrité du droit, il faut voir que c'est le droit, la primauté du droit, que nous avons une société fondée sur le droit, vient du fait qu'on a mis une distance entre le droit et les autres instruments de légitimation d'organisation sociale. Et c'est pour ça que le droit a pu évoluer de façon distincte et freiner l'absolutisme et l'arbitraire des pouvoirs politiques et religieux. Des exemples de cette insécurité juridique et de cette confusion croissante, j'en donnerai deux qui sont manifestes. L'arrêt sur la prière en cour d'appel de mai dernier, où, à la surprise générale, alors que la plupart des villes ont cessé cette pratique depuis nombre d'années, voilà que la cour d'appel ressuscite la prière au conseil municipal en faisant appel à une notion qui n'a pas d'assise. Donc, la cour d'appel renverse le tribunal des droits de la personne en utilisant une notion de neutralité bienveillante qui n'existe nulle part dans le droit, sauf dans le paragraphe d'un auteur de doctrine, alors que la Cour suprême du Canada a maintes fois réitéré en matière de neutralité, que la neutralité doit être réelle et apparente, donc la neutralité d'un corps public, d'un représentant de l'État. Depuis plus de 25 ans, il y a une jurisprudence tant en matière de devoir de réserve politique qu'en matière religieuse. Les arrêts étaient davantage sur des propos ou des engagements politiques que sur le port de signes religieux, mais la neutralité réelle et apparente, c'est ce qui existe à date en droit. Un autre exemple de cette insécurité juridique et des tensions qu'elle soulève est l'arrêt de décembre 2012 de la Cour suprême validant le port du niqab, l'arrêt NS, donc le port du niqab à certaines conditions par une partie ou un témoin à une instance criminelle. Cet arrêt a causé, je dois dire, un émoi dans la communauté juridique et au sein de la société civile, d'une part parce qu'elle fait fi du droit de l'accusé à une défense pleine et entière, et qui est un droit,
constitutionnaliser une liberté fondamentale qui est sous-jacente à tout notre régime démocratique, mais également parce que la Cour, de ce fait, légitime, et sans jamais d'ailleurs l'éléphant dans la pièce, on ne parle jamais de la portée symbolique du niqab, qui est un signe d'asservissement de la femme, un symbole de son indignité. Or, tous les êtres naissent égaux en dignité et en droit, c'est un élément fondamental de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, c'est un arrêt et de permettre le port du niqab dans une enceinte qui représente la justice est d'autant plus troublant. La portée aussi absolutiste, alors l'absence de définition a donné, de définition législative, a fait en sorte que la Cour suprême a donné une portée assez absolutiste à la liberté de religion, la croyance subjective sincère, et à titre d'exemple, alors que à Jérusalem, l'instauration de soukas dans les édifices à étages est proscrit pour des raisons de sécurité, et bien voilà qu'au Canada, par l'arrêt Amselem, l'érection d'une souka bénéficie d'une protection constitutionnelle. Dans ces matières, la Cour suprême du Canada est elle-même très divisée, on le voit par les jugements, et il y a également un clivage jurisprudentiel Québec-Canada, parce que, et la preuve en est dans les 4 arrêts majeurs en matière de liberté de religion, Amselem de la Souka, Multani du Kirpan, aussi la Commission scolaire régionale de Chambly et Congrégation des témoins de Jéhovah, la Cour suprême a rendu des jugements opposés à ceux de la Cour d'appel du Québec. Or, je vous soumets que les juges de la Cour d'appel du Québec ne sont pas des ethnocentristes ou des racistes comme ce que l'on fait valoir. C'est en pleine connaissance de cause et avec la vision du fait religieux diffère entre le Canada et le Québec. La place du multiculturalisme aussi, qui a été donnée par la Cour suprême. À l'origine, l'article 27 de la Charte canadienne visait simplement à faire en sorte que malgré l'avènement de la Charte, les programmes de multiculturalisme seraient conservés. Maintenant, c'est devenu une clause d'interprétation tous azimuts, alors que la Charte canadienne n'a pas été édictée pour faire la promotion du multiculturalisme, mais bien pour enchasser des droits fondamentaux de portée universelle. Monsieur Rocher, il manquait 2 minutes. Monsieur Rocher me donne gentiment ces 2 minutes et je conclue. La neutralité de l'État doit être réelle et apparente. J'en ai fait état et à l'instar de ce que disait M. Rocher, l'État n'est pas une abstraction non plus, il s'exprime à travers ses fonctionnaires et pour moi, un tribunal ou un juge, une greffière ou un huissier de justice porte des signes religieux n'est pas neutre et idem évidemment pour le rôle des enseignants dans la formation de l'esprit citoyen. Un dernier mot? La fin du politique aussi, on voit une grande résistance en ce moment à date à ce que le débat soit dans l'arène politique, puisqu'à date, les juristes et les magistrats en particulier ont eu le monopole de dicter le droit applicable et il est important, on ne peut pas sublimer les tensions, il y a une démocratie, c'est une confrontation d'idées. Et en essayant de les sublimer, on ne les règle pas, bien au contraire, surtout que les juges ne sont pas outillés pour... les juges doivent interpréter le droit, mais d'ajouter, et surtout en ce moment, nous ajoutons de la morale dans le droit, ce qui est extrêmement inquiétant, et ce qui amène aussi des doutes sur la légitimité future de nos institutions, comme on le voit avec l'accusé, M. Essay-Gaillard, accusé de terrorisme, et qui rejette la légitimité du code criminel en disant que ce n'est pas un livre saint et qu'il souhaite être jugé autrement. C'est extrêmement préoccupant. Au plan de la réussite et de la validation d'une législation, avec l'évolution de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, avec les arrêts en particulier Brooker-Markovitz et surtout celui de la colonie utérite qui concernait les photographies sur les permis de conduire, il a été donné un plus grand pouvoir à l'État
de légiférer pour le bien commun et pour des préoccupations sociales supérieures. Et donc, préserver la laïcité des institutions, à mon sens, peut très vraisemblablement être validé par la Cour, surtout que le but de la Charte canadienne étant maintenant de préserver la diversité. Et le Québec ayant un régime qui lui est propre, nous sommes, et cela surgit peu dans le débat, la seule province à subventionner les écoles privées confessionnelles de façon aussi significative, alors, et même à les subventionner. Alors, il faut voir cela comme un tout. Cette volonté de subventionner, c'est pour qu'il y ait des curriculums qui se rejoignent et le développement d'un esprit citoyen. Il existe en Europe le concept de marge d'appréciation nationale où la Cour européenne de justice tient compte du parcours d'un pays dans l'étude de la validité de ses lois et qu'il y a une cohérence avec ce qu'il représente. La laïcité est garante de la dignité humaine, de la fraternité et de l'égalité, et j'estime que notre société doit demeurer intègre face à l'intrusion du religieux dans la sphère publique. Et qu'à date, la laïcité ouverte nous prépare un avenir collectif fermé. Alors, cette action que nous avons et cette volonté de créer un Québec meilleur, plus égalitaire, avec un pluralisme assumé et surtout avec une vision d'avenir, m'apparaît un projet qui est extrêmement positif et prometteur. Je vous remercie. Alors, merci, Maître Latour. Moi, c'est agréable le devoir d'essayer de vous limiter. Il y aura un échange avec le public aussi. Donc, on rappelle la règle, 10 à 12 minutes. Et puis, parce qu'on a la salle pour une durée limitée, la librairie nous accueille jusqu'à 8h30. Alors, Daniel Turf. Mon chronomètre. Alors, je me réjouis aussi d'être avec vous. Je remercie Daniel, Yvan d'avoir suscité cette réflexion collective de leurs collègues et je vous remercie à vous d'être là aujourd'hui. Et moi, j'en profite pour remercier Olivieri, ma librairie indépendante préférée, qui accueille toujours les débats importants dans notre société. Moi, je voudrais faire fond sur le texte que j'ai présenté dans cet ouvrage collectif et qui était un exercice très intéressant pour un juriste d'essayer d'imaginer le contenu de ce que l'on nous promettait être une charte québécoise de la laïcité. C'était dans le programme du Parti québécois, c'était dans la plateforme électorale, alors je me suis permis un exercice de rédiger cette charte. Et alors vous pourrez le lire en annexe de mon article. Et je veux faire fond sur les enjeux juridiques qui sont abordés dans un processus de rédaction quand on est un légiste et on veut traduire en droit ce que serait le principe de la laïcité, comment on l'enchasserait dans une loi fondamentale et comment on le mettrait en œuvre par un certain nombre de dispositions. Et ce que je veux faire aujourd'hui, donc, c'est aborder 3 des enjeux et les actualiser, vous allez voir, en vous parlant de ce qui s'annonce. Non pas une charte québécoise de la laïcité, parce que c'est pas ce que semble nous proposer le gouvernement. En tout cas, les orientations laissent entendre que ce ne sera pas la forme du projet de loi qui sera présenté. Alors, je veux essayer de comprendre avec vous et échanger avec vous sur les raisons qui motiveraient le fait qu'il n'y ait pas une autre loi fondamentale, une charte de la laïcité qui serait une loi distincte de la charte des droits et libertés de la personne. Dans un premier temps, je vous parlerai de ça. Dans un deuxième temps, je veux parler d'un autre enjeu juridique, celui qui est le plus débattu actuellement dans les cercles juridiques, celui de la conformité de cette future loi à la Charte canadienne des droits et libertés, donc à la Constitution du Canada, et envisager peut-être brièvement, on le fera dans la période de questions si mes 10 minutes sont écoulées, la question de la compatibilité de cette future loi avec le droit international. Ça commence à être discuté. Amnesty International a présenté des arguments voulant que, oui, on violerait même le droit international si on adoptait une telle charte, et je veux vous en dire quelques mots et vous présenter l'état du droit international sur cette question. Alors, d'abord, la forme de cette loi qu'on nous annonce. Alors,
Au début, il était évidemment question d'avoir une charte de la laïcité, une charte qui enchasserait le principe et présenterait un certain nombre de dispositions qui concerneraient l'affirmation, par exemple, de la neutralité de l'État, du devoir de neutralité des fonctionnaires, qui aurait pu aborder des questions même sur l'enseignement de la culture et de l'éthique religieuse à l'école, comme le voulait le CCIEL, par exemple, dans son propre projet de charte québécoise de la laïcité, qui aborderait aussi les questions d'accommodement raisonnable et les critères qui entoureraient la façon dont cet encadrement devrait être réalisé par les institutions publiques. Alors, et d'ailleurs, quand on regarde la loi de 1905 en France, c'est effectivement une loi qui est de nature plus fondamentale et qui commence avec des grands principes, la reconnaissance de la laïcité, puis la façon dont elle est appliquée dans les institutions publiques françaises. Mais ça amende beaucoup d'autres lois françaises qui existaient à l'époque. Alors, le gouvernement a choisi, en tout cas dans ses orientations, une approche différente, même s'il proposait à l'origine qu'il y ait une charte, une loi fondamentale, qui pour être fondamentale aurait dû aussi prévoir qu'elle avait primauté sur les autres lois du Québec, de telle sorte que le principe de la laïcité ne puisse pas mis en échec par d'autres lois, parce que c'est tellement important, c'est tellement fondateur, le principe de la laïcité, qu'on ne peut pas postérieurement adopter des lois qui iraient à l'encontre du principe de la laïcité. Alors j'ai essayé de comprendre, j'en ai pas parlé à Bernard Drainville quand je l'ai vu cet été, j'ai essayé de comprendre pourquoi il avait choisi une autre option, et ce qui me semble poser problème, c'est que on a un ordre quasi constitutionnel en fait très inachevé, très embryonnaire, de telle sorte que si on adoptait une charte de la laïcité qui aurait un caractère fondamental et une primauté sur les autres lois, on aurait deux chartes fondamentales, on aurait deux lois fondamentales. Et la question se poserait, c'est quelle est la plus importante? Est-ce que c'est la charte de la laïcité ou c'est la charte des droits et libertés? Et ça pose des questions très complexes au plan juridique sur le rapport entre les lois qui sont de même nature et dans ce cas-ci qui seraient fondamentales et quasi constitutionnelles. Est-ce que c'est la charte des droits et libertés qui l'emporte parce qu'elle porte sur les droits et libertés sur une loi qui porte seulement sur la laïcité et sa mise en œuvre? Ou est-ce que c'est la loi postérieure, spéciale, qui l'emporterait sur la charte des droits et libertés? Alors, vous voyez, ça, c'est pas évident de trouver une réponse à cette question. Puis, la réponse a peut-être été trouvée dans la jurisprudence de la Cour suprême, dans un certain nombre d'affaires, où on dit que les chartes des droits et libertés, c'est les plus importantes. Ils sont de nature spéciale, et finalement, c'est elles qui ont toujours préséance. De telle sorte que le gouvernement, probablement en envisageant cela, a dit, bon, on va mettre le principe de la laïcité et certaines règles qui entoureraient sa mise en œuvre et, par exemple, les critères relatifs aux accommodements récents dans la Charte des droits et libertés. Parce que la question ne se pose plus de la préséance d'une loi sur l'autre. Il va falloir interpréter les articles les uns par rapport aux autres et quand même décider le poids relatif de ces articles, par exemple, la liberté de religion versus le principe de la laïcité. Ce n'est pas un exercice qui garantit nécessairement que le principe de la laïcité, de la façon dont il est mis en œuvre, et l'interdiction, par exemple, du port de signes religieux dans la fonction publique, par exemple, ne soit pas nécessairement une atteinte à la liberté de religion qui est reconnue et garantie dans la même Charte des droits et libertés. C'est très complexe, c'est des enjeux très complexes, ce qui pourrait faire la différence. C'est pour ça que c'est très important d'enchasser le principe de la laïcité. C'est que la liberté de religion ne pourra plus être interprétée de la même façon et pas nécessairement de façon aussi large et libérale parce que justement, on a enchâssé dans notre droit, dans une loi fondamentale, le principe de la laïcité. Et la Cour d'appel du Québec ne pourrait pas dire, comme elle l'a fait dans l'affaire de la prière au Saguenay, ah ben là, il n'y a pas de principe de la laïcité dans le droit québécois, donc là, il faut que je sois très ouvert, j'interprète très largement et libéralement le droit de porter des symboles religieux en application de la liberté de religion et de la manifester. Donc, vous voyez, on pourra débattre là-dessus parce que c'est un peu dommage qu'au plan symbolique,
on n'ait pas de charte québécoise de la laïcité. Et qu'on ait une loi, donc, et je fais un exercice, j'avais dit à Julie que je ferais cet exercice-là, il est encore inachevé. Je vais rédiger la loi en fonction des orientations, là, puis on pourra la comparer à la loi que Bernard Drinville va déposer là, dans quelques semaines. C'est un exercice qui démontre la complexité de la démarche, mais un exercice qui, s'il est celui que nous propose, va faire en sorte que cette loi, ça va être une loi un peu curieuse, ça va être une loi modificatrice de plusieurs lois. Ça va modifier la Charte des droits et libertés, ça va modifier la loi sur la fonction publique, ça va modifier la loi sur l'administration publique. Ça va avoir des dispositions, je ne sais pas dans quelle loi on va les mettre, là, qui visent à obliger les ministères à se doter de politiques d'accommodement raisonnable. En tout cas, je n'ai pas encore terminé ma propre rédaction, mais lorsque ce sera fait, je la disséminerai, je la diffuserai. Alors, premier point. Deuxième point, sur la conformité à la Charte canadienne des droits et libertés. Alors là, vous avez vu le débat. C'est ce qu'on veut faire, et notamment l'interdiction du port des signes religieux, c'est tout à fait non conforme à la Charte canadienne des droits. Ça viole la liberté de religion, peut-être la liberté d'expression, la liberté d'association. Et la question doit se poser en termes juridiques de façon très, très scientifique et chirurgicale. La question, c'est si on reconnaît que cette interdiction limite des droits. Et là, je t'ai entendu, Daniel, dire « Ah oui, ça ne limite pas vraiment les droits parce que le droit du port des signes religieux n'est pas reconnu dans le droit. » C'est dommage, là, la Cour suprême a dit que oui, la liberté de religion comprend le droit de manifester sa religion en portant des signes religieux. Puis, c'est vrai aussi en droit international, la Cour européenne a dit la même chose, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a dit la même chose. Et ça ne veut pas dire que le débat est fini, parce que nos chartes, et la Charte canadienne, dit qu'on peut apporter des limites dans la mesure où ils sont raisonnables et justifiés dans une société libre et démocratique. Et là, donc, il faut appliquer ce fameux test de Oakes, là, de la Cour suprême des années 80, qui demande d'abord, est-ce que cette limite a un objectif qui est important, pressant et urgent? Puis, est-ce que c'est justifié dans une société libre et démocratique? Et donc, si c'est proportionné. Un test complexe en 3 parties, là, où il faut prouver que c'est une atteinte minimale seulement qui est apportée à la liberté de religion et que, justement, c'est pas l'atteinte la plus sévère qui peut être apportée au droit. Alors, dans mon texte, je vais aller en plus de détail, puis Julie pourra aussi compléter cette discussion. Mais, en tout cas, on est quelques-uns à penser que c'est raisonnable. Il y a Henri Brun et moi. Et alors, j'ai fait un exercice avec le Globe and Mail. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça, là, il y a 2 semaines, un samedi, il y avait tout un folio, là, et on m'avait demandé d'être un des 9 juges du Globe and Mail Supreme Court. Hein, il avait choisi 9 constitutionnalistes, j'étais de ceux-là. Il ne trouvait personne pour défendre et présenter l'argument. Alors, je me suis sacrifié, je suis devenu celui qui était l'avocat et qui laissait entendre que c'était raisonnable. Puis Julius Gray était mon adversaire. Et les 9 juges, là, ils ont dit que c'était pas raisonnable dans une société libre et démocratique. Donc 10 sur 11 avaient dit que ça ne passait pas le test de Oakes. Et il y en a d'autres, hein, quand on regarde ce qui est publié de ces temps-ci dans le Devoir ou dans le Journal de Montréal. Alors, mon ami Daniel Proulx, lui, pense que ça ne passe pas le test de la charte. Patrice Garand, puis plusieurs collègues qui ont signé collectivement un article dans le Journal de Montréal, Sébastien Gramont et d'autres, là, pensent que ça ne passe pas le test. Alors, regardez, là, est-ce qu'il passe le test ou non? On a une petite indication là, de ce qui pourrait arriver en Cour suprême, s'il y a un avis demandé par le gouvernement conservateur ou s'il faut absolument passer par toutes les étapes, Cour supérieure, Cour d'appel, Cour suprême. Là-dessus, là, et je vais terminer là-dessus, puis on parlera du droit international dans la période de questions. Se pose la question, vraiment, de la clause dérogatoire. La question fondamentale qu'on doit poser, et le gouvernement doit se faire interpeller sur cette question. Lui qui a dit dans son document d'orientation, il n'y en a pas question. On n'a pas besoin de ça. On est confiant. Bertrand Saint-Arnaud a dit que oui, ces juristes disent que c'est raisonnable.
Et Henri Brun les a conseillés en disant que c'est raisonnable aussi. Alors, je peux bien être optimiste, peut-être l'être aussi, mais on sait d'où ils viennent les juges de la Cour suprême. On sait par qui ils sont nommés. Et on a vu comment ils ont agi dans les autres affaires et l'espèce de fracture, même Québec-Canada, en partie à la Cour suprême. La réalité, là, c'est quoi? Qui doit avoir le dernier mot sur cette question? Est-ce que c'est 9 juges de la Cour suprême qui doivent dire à l'Assemblée nationale du Québec, si elle adopte cette loi, que la façon dont on veut limiter la liberté de religion en interdisant, par exemple, le port des signes religieux dans la seule fonction publique, est-ce que c'est les 9 juges de la Cour suprême qui vont décider ça pour le Québec? Mais moi, ma réponse, c'est non. Puis on ne devrait pas être gêné d'utiliser la clause dérogatoire. Alors, le mot de la fin, Jamila Benhabib, dernière intervenante et non la moindre. Alors, bonsoir, merci d'être là. Je vais commencer peut-être par quelque chose d'inhabituel, c'est-à-dire me féliciter de la nomination de 4 femmes exceptionnelles au Conseil du statut de la femme. Donc, la Cour qui est là, je pense aussi avoir aperçu Caroline Beauchamp et Laïla Lesbeth qui nous font l'honneur aujourd'hui d'être là. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que je suis imprégnée par l'esprit de camaraderie de la laïcité. Parce que la laïcité est d'abord une fraternité. On l'oublie souvent. Et je dois dire que cette fraternité, j'y ai moi-même goûté lorsque j'ai été donc la cible pendant la campagne électorale de tirs croisés en réalité de différents fondamentalismes, à savoir d'abord les congrégations catholiques, quelques-unes, et aussi des lobbies islamistes qui sont venus ici à Montréal à la veille donc, du vote pour mobiliser donc, leurs personnes et leur demander de voter contre le Parti québécois et contre la charte de la laïcité. Donc j'ai senti à ce moment-là en réalité l'ampleur de l'organisation de ces lobbies. Et je ne dis pas que bon, nous étions, nous les laïcs, pas très bien organisés, mais bon, je dis qu'il va falloir mieux faire la prochaine fois. Alors c'était ma façon de vous dire bonsoir, c'était aussi ma façon de vous dire bienvenue, que je suis immensément heureuse d'être là, d'avoir été conviée donc, à ce débat et aussi d'être associée donc, à ce livre. Je remercie Yvon Lamande et Daniel Baril d'avoir eu donc, la gentillesse de mettre ma contribution, donc d'associer ma contribution à cet ouvrage. Et en réalité, je vais vous dire un petit peu quelques mots sur ma démarche, sur la réflexion que je porte sur ce principe essentiel de la démocratie, à savoir la laïcité, qui en réalité repose sur un triple regard. Donc, compte tenu du fait que j'évolue dans 3 espaces géographiques différents, donc d'abord le monde musulman, ensuite l'Europe et en particulier la France avec son modèle républicain, mais aussi l'Amérique du Nord depuis une quinzaine d'années, au Québec en particulier. Et j'essaye en fait de comprendre de quelle façon se décline la laïcité dans ces 3 espaces et quelles sont les entraves à la laïcité, quels sont les défis, comment est-ce que les gens parlent de la laïcité, est-elle menacée ou pas, quels sont les problèmes qu'elle rencontre, et ainsi de suite. Donc une partie de mon travail est bien entendu la réflexion, mais une autre partie aussi de mon travail, c'est l'action. Donc j'agis en compagnie de militants laïcs, féministes. Je suis la marraine d'un réseau international féministe et laïque où il y a
des centaines et des centaines donc, de laïcs et de féministes à travers le monde qui, eux, viennent parler donc, de leurs problèmes, mais aussi de leurs rêves, de leur passion, cette passion qui les anime, à savoir défendre la laïcité. Et comment faire avancer cet idéal dans le monde, parce que oui, c'est un idéal universel. Et là où je suis allée, donc dans ces 3 espaces géographiques différents, j'ai noté, j'ai remarqué, j'ai constaté qu'il y avait une menace qui s'exprimait d'une façon différente dans chacun des espaces, mais qui était réelle, et c'est celle de l'islam politique. L'islam politique, bien entendu, menace d'abord l'expression, l'émancipation laïque dans les pays musulmans. Donc les premières victimes en fait de ce fondamentalisme-là, ce sont les musulmans. Et cet islam politique a contrarié tout le mouvement de sécularisation entamé par Atatürk au début du siècle dernier, et l'a carrément freiné, stoppé. Donc on sent les menaces réelles, on sent aussi les violences, on peut constater les violences à l'égard des courants laïques, et ça joue très très dur. J'ai eu donc l'occasion de contribuer à des événements, que ce soit en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Syrie il y a quelques années, au Liban, donc pour vous dire que les militants laïcs, en fait, ils n'ont pas facile dans ces pays-là. Alors, en Europe et en Amérique du Nord, aussi, la menace islamiste est présente et elle se décline d'une façon différente. Et je vous dirais que, contrairement à ce que j'ai constaté, ce que j'ai vécu dans les pays musulmans, eh bien, il est plus difficile de contrecarrer l'islam politique en Europe et en Amérique du Nord que dans les pays musulmans. Ça peut paraître très bizarre, mais c'est ainsi. C'est ainsi parce que les islamistes aujourd'hui n'ont pratiquement plus besoin de parler, parce qu'ils ont trouvé des idiots utiles, ils ont trouvé des alliés objectifs qui font à leur place le boulot qu'ils veulent. Et donc ça rend l'équation extrêmement compliquée, ça rend le travail de ceux qui dénoncent les islamistes extrêmement périlleux. Je l'ai d'ailleurs pris à mon compte lorsque j'ai publié donc, ce premier livre, Ma vie à contre-courant, qui m'a valu non seulement des menaces et des intimidations, mais aussi des menaces de mort. Donc c'est pour vous dire un peu les risques qu'on prend lorsque on décide un jour de briser le silence et lorsqu'on décide de mettre la lumière sur certains enjeux qui me semblent essentiels. Alors bon, voilà, quelques années plus tard, après avoir publié Ma vie à contre-courant, j'ai publié d'autres ouvrages. Je continue donc de réfléchir sur cette question et enfin, je ne pense pas que c'est demain que je vais me taire. Et bon, les conclusions après que je fais sur le terrain, bon, je vous les dirai pendant le débat si vous le souhaitez, mais bon, je pense que mon temps est écoulé. C'est ça, Daniel? Oh, c'est encore bon pour 2 minutes. Oh, ben ça va. Alors, merci. Merci tout le monde. J'ai quelqu'un qui veut acheter tes 2 minutes. Ah, super, vas-y. Alors, j'ai eu la tour avec quelque chose à dire à Daniel Pump sur une question probablement de la clause pour faire dérogatoire. écho au propos de Daniel sur la clause dérogatoire, je termine ma contribution au sein de notre collectif en faisant justement référence à la clause dérogatoire et à une déclaration de M. Jean Chrétien lors des 30 ans de la Charte canadienne le 17 avril 2012, où M. Chrétien déclarait « Si la Charte canadienne est devenue un modèle dans le monde, c'est parce que le gouvernement de l'époque a réussi à atteindre un équilibre parfait entre les pouvoirs parlementaires et les pouvoirs juridiques. Et sur quoi repose cet équilibre parfait ?» Il répond « L'équilibre dans l'esprit de bien des gens est venu de l'inclusion de la clause « nonobstant » dans la Charte, qui a bien servi le pays et a bien servi le droit. » Alors, on peut
Donc, est-ce qu'on peut comprendre que cela atténue le discours équivoque entourant la clause dérogatoire dont on vante les mérites au plan théorique, mais dont on proscrit l'utilisation pratique? Alors, et c'est vrai que c'est l'équilibre, nous sommes toujours dans une démocratie parlementaire, n'en déplaise à ceux qui veulent transformer le Canada en démocratie constitutionnelle, et qu'un sujet de cette importance devrait appartenir au Parlement au premier chef. Moi, j'ai bien hâte de voir Bernard Drainville citer Jean Chrétien. Alors, il y a déjà des gens qui sonnaient avant. On a une demi-heure maximum. On va extensionner un petit peu le temps qu'on nous a laissé. Il y a un micro. Alors, il faut aller au micro parce que nous sommes diffusés sur Radio Spirale, qui diffuse sur Internet. Il y a un micro qui est caché là. On devrait quelqu'un l'approcher au centre. Alors, on vous demande de venir au micro, s'il vous plaît, de vous identifier et de dire à qui s'adresse votre question, si c'est l'ensemble du panel ou de chacun en particulier. Oui, bonsoir. Ma question va s'adresser... Vous voulez vous identifier? Oui, mon nom est Victor Afria. Ma question va s'adresser à Guy Rocher comme sociologue et à Daniel Theur comme constitutionnaliste. Considérez-vous un CPE comme l'État? Est-ce que la notion d'État, je parle ici d'un micro-organisme, est-ce qu'on parle, si je reviens sur la présentation de la Charte des valeurs, elle dit que l'État doit être neutre, pas comme institution, mais ses fonctionnaires. Alors, est-ce que l'État devient, est-ce qu'un CPE devient l'État? Le centre de la petite enfance? Oui. Les centres de la petite enfance. Mais juridiquement, non, je pense qu'ils sont exclus de... C'est inclus dans la loi. Les subventionnés, mais pas les privés. Ça dépend de leur statut. Oui. Ça dépend s'ils sont subventionnés par l'État ou pas. Oui, alors, il y a beaucoup d'autres organismes qui reçoivent de l'argent de l'État. La culture, le livre, le cinéma, le théâtre, la télévision, le sport amateur et professionnel, les multinationales de l'ingénierie. Il y a bien du monde qui reçoit de l'argent de l'État. Pourquoi particulièrement les CPE? Je comprends quand vous parlez de l'éducation publique, et là je cite un CPE, mais ma réflexion pourrait aussi porter sur un hôpital. Les hôpitaux. Est-ce qu'un médecin est un fonctionnaire de l'État? Alors, je vais répondre, vous adressez à la fois à M. Rocher et M. Top. Alors, allez-y. Un médecin n'est pas un fonctionnaire de l'État. On ne peut pas le présenter comme ça. Je ne pense pas. Je peux commencer une réponse. Écoutez, le gouvernement a pris le soin de dire dans ses orientations que ça visait le personnel de l'État ou les institutions de l'État ou les institutions publiques. Les mots sont différents. Et son intention, c'est d'appliquer de toute évidence la future loi à des institutions qui vont au-delà d'institutions traditionnellement vues comme l'État. Pourquoi? Pour prendre l'exemple des CPE, je crois que par analogie, le gouvernement choisit de penser que les éducatrices en milieu de CPE exercent une autorité. Et donc, ils sont assimilés à cette fin aux enseignants du primaire et du secondaire et même des professeurs d'université et du cégep, bien qu'il y ait la question du droit de retraite. Dans le cas des hôpitaux, dans le cas des hôpitaux, c'est, bien que c'est subventionné largement, vous le savez, c'est pas effectivement dans le périmètre de l'État, parce qu'il y a des conseils d'administration autonomes, mais là encore, la question, c'est l'élargissement à d'autres institutions publiques qui donnent des services publics, en ce cas-ci des services de santé, des services sociaux. Je vous signale que les pharmaciens aussi sont subventionnés au même titre que les médecins. Mais j'en viens à ma question principale. Si on est capable d'étendre, que pensez-vous, si on est capable d'étendre au CPE et aux médecins, comment se fait-il que l'émanation suprême de l'État, l'Assemblée nationale, on laisse le crucifix? Merci, monsieur.
La réponse à cette question, c'est que vous allez trouver autour de sur cette table ici des gens, et j'en suis, qui trouvent ça incohérent. Et que c'est incohérent avec l'idée de la laïcité. Merci, monsieur. Isabelle, j'aimerais qu'on revienne sur la question de la position éventuelle du droit international. Par exemple, la déclaration d'Amnesty International m'interpelle énormément et j'aimerais que vous élaboriez là-dessus. Il y a des contradictions en droit international, en tout cas, si j'ai compris les explications que nous donnait Daniel tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on élabore. Est-ce que nous sommes vulnérables et profondément vulnérables face au droit international dans l'aventure que nous allons, dans le combat qu'on va livrer à partir de maintenant? Bon, alors merci Micheline de me permettre de faire ma troisième partie. Écoutez, le droit international reconnaît aussi la liberté de religion, la liberté de manifester sa religion. C'est dans la Déclaration universelle, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Québec s'est déclaré lié le 21 avril 1976 et qui exige qu'il respecte ce pacte. Le pacte prévoit aussi la possibilité d'adopter des restrictions nécessaires dans une société libre et démocratique. Et c'est vraiment intéressant cette relation assez complexe entre le droit international et le droit national, parce que même si, par exemple, nous utilisions la clause dérogatoire, si on utilise la clause dérogatoire, on neutralise la possibilité par la Cour suprême de même statuer sur la constitutionnalité de la future loi québécoise. La Cour suprême ne pourrait même pas entendre une affaire. Le procureur général du Québec se présenterait devant le tribunal avec une requête en rejet et la Cour suprême, les cours, y compris la Cour suprême, n'auraient pas le choix que de dire le Québec a utilisé la clause dérogatoire. Je ne peux pas évaluer la constitutionnalité de cette loi à la lumière de la Charte canadienne de la liberté de religion. Mais, après avoir épuisé ces recours internes, ou après avoir constaté qu'il ne pourrait même pas y avoir de recours, on pourrait aller au Comité des droits de l'homme de l'ONU. Que dirait le Comité des droits de l'homme de l'ONU? Et Julius m'a déjà averti là, que lui, il va y aller. Et il va y avoir du monde qui va vouloir y aller. Même s'il perd en Cour suprême, si jamais on n'utilisait pas de clause dérogatoire. Qu'est-ce que le Comité des droits de l'homme de l'ONU pourrait faire? Alors, vous n'avez pas beaucoup entendu parler jusqu'à présent dans le débat d'une affaire qui a été décidée par le Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui est un organe de 18 experts indépendants qui peut statuer sur la conformité de lois nationales à ce pacte. C'est des constatations, ce n'est pas des vrais arrêts, des vrais jugements, mais on a une obligation morale de les respecter. Et d'ailleurs, notre charte de la langue française a été considérée comme contraire au pacte lorsqu'elle interdisait complètement l'anglais sur les affiches. Là. La loi 178 a été considérée contraire à ce pacte. Et là, M. Bourassa, à l'époque, avait modifié cette loi-là. Il y a une constatation du Comité des droits de l'homme qui est récente, quand même, elle date du 1er novembre 2012, où le Comité des droits de l'homme a constaté que la France violait le pacte en interdisant les signes religieux pour les élèves dans l'école, la fameuse la loi 2004, et surtout parce que cette loi permettait d'exclure de l'école. Le Comité des droits de l'homme est très, très circonspect sur la portée de son jugement. C'est surtout l'exclusion qu'il a considérée comme étant pas raisonnable, pas nécessaire dans une société libre et démocratique. Ce n'est pas une constatation qui porte sur l'interdiction des signes religieux des fonctionnaires de l'État québécois et du personnel assimilé à ces fonctionnaires. Alors, on ne pourra pas invoquer ce précédent, en tout cas, il n'est pas directement applicable. Alors, que ferait le Comité des droits de l'homme de l'ONU? Alors, on pourrait penser, on pourrait avoir l'espoir que le Comité des droits de l'homme, comme la Cour européenne des droits de l'homme, disent qu'en cette matière, le Québec a une marge d'appréciation. Le Québec peut décider que dans son cas et pour sa relation avec ses fonctionnaires, et pour assurer la mise en œuvre du principe de la laïcité, il a une marge d'appréciation. Il peut apporter des limites dans ce cas-là. Il pourrait aussi effectivement dire non, c'est pas raisonnable d'interdire à vos fonctionnaires
de porter des symboles religieux, puis c'est pas une atteinte minimale, l'équivalent de juste autoriser des symboles discrets. Mais là-dessus, les jeux sont pas faits, il n'y a pas de précédents internationaux au Comité des droits de l'homme de l'ONU. Il y a en revanche des décisions et des arrêts, mais ça ne s'applique pas à nous, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a dit que l'on pouvait interdire le port de signes religieux dans la fonction publique. C'est vrai pour des motifs de sécurité dans plusieurs arrêts, mais ça pourrait être interprété comme étant applicable de façon plus large parce que la Cour européenne, elle, reconnaît une marge d'appréciation aux États et elle a, à bien des égards, décidé que la France et son régime de laïcité étaient compatibles avec les obligations de la France au titre de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne, je vais ajouter, se fonde sur le même article que la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est du mot à mot sur la liberté de religion. Donc, dans le même article. Et bon, question de sécurité. Et aussi, pour des principes pédagogiques, elle a accepté l'interdiction du port de signes religieux de la part d'enseignantes. Au moins, je dirais, dans 3 pays. Monsieur? Oui, Jean Servet. Moi, je trouve que la laïcité, l'objectif qu'on poursuit quand on parle de laïcité, c'est que l'État ne soit pas au service d'un intérêt particulier d'un groupe. Que ce soit une religion, ou un groupe athée, ou un groupe spiritualiste, ou la franc-maçonnerie. L'État est là pour le bien commun de tous, pas pour servir les intérêts d'un groupe particulier. C'est ça le but visé par la laïcité. Puis là, on dirait que le mouvement laïque, puis la laïcité est en train de se transformer en laïcisme, ou est incapable, peut-être par crainte de pouvoir justifier ses arguments, de pouvoir se confronter avec d'autres pensées, que ce soit religieuses ou religieuses. Elle n'est pas capable, il faudrait que tout soit mur à mur laïque dans la sphère publique. Comme si le mouvement laïque n'était pas capable de faire front, de faire face à d'autres arguments que les siens. Puis aussi, ce qui est détestable aussi, c'est que on a besoin d'utiliser des individus qui se prétendent religieux, mais qui finalement ne sont que des gens qui sont violents, ou des gens qui ont comme une déficience intellectuelle ou psychologique, qui créent la violence. Si on voulait vraiment protéger la société québécoise contre les dérives religieuses, on a le code criminel pour se protéger des gens violents, contre le discours haineux. Si on utiliserait ces lois-là pour chasser ces individus-là qui voudraient imposer genre la charia. On voit tout ce que la violence qu'il y a dans les pays, puis actuellement en Inde, toutes sortes de mouvements extrémistes qui sont justement incapables de tolérer l'existence dans la sphère publique d'autres pensées que la leur. La laïcité, normalement, ça devrait être... je peux prendre conscience que la laïcité, c'est d'abord un espace de liberté pour tous. C'est ça que c'est. C'est pas le laïcisme qui devient une pensée, une façon de vivre, qui impose d'une façon hégémonique dans toute la sphère publique son modèle à elle, son option philosophique, son option spirituelle à tous. Merci. Les commentaires, la réaction, on va l'accepter, même si ici il n'y a personne du mouvement laïque, on va accepter, on va entendre le mouvement laïque au sens générique du terme, de la mouvance de la laïcité. Est-ce que les gens veulent commenter sur le laïcisme? Oui, Julia. Oui, en fait, à vous entendre parler, on aurait mieux fait d'inventer un autre code criminel et de ne pas faire la révolution tranquille, par exemple. Enfin, je pense que c'est un raccourci que d'avancer de tels arguments, parce que la laïcité, d'abord, c'est pas une idéologie, c'est un processus historique qui est incarné par un peuple qui veut se libérer du joug du religieux. Ce n'est que ça. Donc après, bien entendu, il y a des dispositions juridiques, mais il y a d'abord et avant tout une volonté populaire. C'est ce qu'on a senti avec la Révolution tranquille, et c'est ce qu'on sent aussi aujourd'hui à travers ce souffle nouveau et à travers cet intérêt populaire pour cette charte des valeurs québécoises. Alors, la laïcité, c'est tout simplement le droit d'avoir une opinion
c'est un aménagement, c'est un principe, je dirais, de politique, de vie, pour tout simplement essayer de vivre ensemble, pour que la collectivité soit prémunie, voilà, des différentes tentatives des religieux. Et pour ma part, il n'y a qu'à interroger les États où il y a une religion d'État pour savoir à quel point l'altérité n'existe pas, à quel point l'intolérance est chose courante, et on voit bien la différence avec les pays où il y a une sécularisation, où il y a une tradition laïque, comme il est facile et aisé, comme la cohabitation entre plusieurs obédiences religieuses et philosophiques est réelle. Alors oui, la laïcité, c'est indissociable de la démocratie, c'est ce qui fermente la démocratie, c'est ce qui nous permet tous ensemble d'interagir au-delà, comme dirait l'autre, de nos aspirations philosophiques et religieuses. Être citoyen, c'est pouvoir justement transcender ce qu'on est pour aller vers l'autre. Bonsoir, mon nom est Edmond Dupré. Ma question s'adresse au panel. Si quelqu'un pourrait me donner sa définition et me dire qu'est-ce que la sécularité et la situer face à la laïcité ou par opposition à la laïcité. Une question de sociologue. Oui, bon, vous renseignera. Chez les anglophones, d'ailleurs, c'est plus le terme sécularité. C'est que la sécularisation, c'est de façon effective dans les mœurs, la distanciation avec le fait religieux. Mais, par exemple, l'Angleterre est encore une théocratie sur papier parce que la reine est le chef spirituel, mais c'est une société qui s'est sécularisée. Et lorsqu'on a les deux, en général, un État évidemment qui devient formellement laïque, il est aussi sécularisé dans les mœurs. Mais vous savez, ici, par exemple, je parlais de droit séculier, il y a des acquis qui sont récents jusqu'en 1982 qu'on a vraiment déclaré la pleine égalité des époux, et surtout qu'on a mis fin à la notion d'enfant illégitime, donc qu'il n'y ait plus aucun lien avec les stigmates qui étaient attachés par le volet religieux. Alors lorsque c'est séculier, c'est que les gens décident eux-mêmes les règles qui les gouvernent, le peuple est souverain, c'est plus un dictat de Dieu. Puis d'ailleurs, le mot laïcité vient du grec laïkos, qui veut dire qui appartient au peuple, donc c'est le peuple qui forge ses institutions. À l'abri de pouvoirs tiers, tels que jadis, le pouvoir religieux, parce que pendant longtemps, notamment au Québec, les femmes n'avaient pas la pleine égalité, notamment à cause des préceptes de droit divin, où on disait que la femme doit obéissance à son mari. Si je donne comme... Est-ce qu'on pourrait dire que présentement, la société québécoise est une société sécularisée, mais qui va atteindre par la laïcité en tant que loi comme telle qu'on vise, qui va atteindre la confirmation définitive de cette sécularisation? Exactement, tout à fait. Bon, tout à fait, c'est le processus pour finaliser. La question est Monsieur, je manquais à mon devoir au deuxième intervenant précédent. J'ai oublié de vous demander de s'identifier, s'il vous plaît. Jean-Paul Asselin. Ma question est un peu délicate, mais est-ce qu'une charte idéale de la laïcité est compatible avec le phénomène où une religion retire pratiquement tous ses enfants de l'école publique, comme la communauté juive? Quelqu'un a un commentaire? Je pense que c'est lui. À mes yeux, ce que je peux répondre là-dessus, c'est que pour moi, je vais dans le sens de ce que disait tout à l'heure Zemila sur la laïcité. On peut aussi voir la laïcité sous l'angle d'une théorie politique. Pour moi, la laïcité, c'est une des définitions de l'État. Telle que nous l'entendons, c'est la définition de l'État qui est neutre, qui donc... Et dans ce sens-là,
la neutralité de l'État, elle représente vraiment le symbole d'une société qui s'est sécularisée. Je reviens aussi à l'expression tout à l'heure. Parce que ce qui est historique au Québec, c'est comment le système scolaire public s'est sécularisé sans se laïciser. Parce que notre enseignement, primaire et secondaire, est devenu neutre, tout en restant juridiquement catholique et protestant pendant longtemps. Donc il y a eu un mouvement de sécularisation sans qu'il y ait vraiment une société, un État laïque défini comme tel. C'est un des mouvements que je trouve extraordinaire que c'est pas tout au Québec. Ben, moi, je vous dirais là-dessus que je pense que Julia l'a dit tout à l'heure, il faut prendre la laïcité pour ce qu'elle est aussi. Il y en a qui ne le voient pas, même chez les gens qui pratiquent des religions ou ont une conscience et d'autres valeurs qui les animent, que c'est un régime qui vise aussi à permettre l'exercice de la liberté de religion et la liberté de conscience. L'État a même la responsabilité d'assurer le respect de la liberté de religion, la liberté de conscience dans nos constitutions, dans nos engagements internationaux. Et donc, il faut autoriser ou il faut accepter dans un État laïque que des gens veulent et choisissent pour eux-mêmes des écoles privées où ils vont organiser l'enseignement de leurs enfants en fonction de leur religion. Ça fait partie de la liberté de religion et de la pratiquer de cette façon-là à travers l'enseignement de leurs enfants. La question qui se pose dans un État laïque, qui a mené à terme son projet de laïcisation des institutions, c'est l'argent. Et là, il y a un problème de cohérence, encore. Parce que dans un État laïque qui est cohérent, on ne subventionne pas les écoles publiques confessionnelles. Alors, des éléments à tenir compte dans vos commentaires sur le projet. Madame Chada, ma question est justement sur le dernier commentaire de M. Turc. Il me semble qu'on se préoccupe du financement des écoles religieuses privées, alors qu'à mon sens, ce qui me préoccupe davantage, c'est le contenu de l'instruction religieuse. Toutes les religions sont égales au niveau de la hiérarchie des sexes. Et comment on fait pour contrer cette hiérarchie qui est enseignée encore et encore et qui se reproduit? Je ne sais vraiment pas comment le faire, mais ça me semble beaucoup plus important et préoccupant que la simple question de financement. Est-ce que le financement ne pourrait pas donner un droit de regard sur le contenu pour s'assurer que le contenu de l'instruction religieuse est conforme aux chartes, par exemple? Grosse question, je sais, je n'ai pas de réponse. C'est la question, vous savez que c'est la question la plus difficile, et même pour un constitutionnaliste comme moi, et puis un citoyen comme moi. J'ai quand même des problèmes à penser que les institutions religieuses, quelles qu'elles soient, de quelque dénomination qu'elles soient, peuvent promouvoir des valeurs qui ne sont pas conformes à des valeurs qu'on a enchâssées dans nos grandes constitutions, dans nos grands engagements internationaux. Je pense notamment à l'égalité homme-femme. Pourquoi, dans nos sociétés, un club de golf ne peut plus faire de discrimination à l'égard des femmes, alors que les institutions religieuses de toutes les dénominations le peuvent encore? Il y a un vrai problème de fond. Il y a un problème auquel personne n'a le courage de s'attaquer. Puis notre charte des droits et libertés de la personne crée des exceptions, des exemptions pour ces institutions, justement pour protéger finalement quoi? Leur droit de faire de la discrimination. Et à l'égard des femmes en particulier. Il faudrait faire des études d'impact. On va vous confier ça. On va poser ça. Je vais avoir un mandat de ce côté-là, je pense.
Je croyais que c'était ça le film. Oui, oui. Oui, monsieur, c'était vous. Vous avez vu, je pense que même Mme Jada a passé devant, mais C'est gentil, vous merci. avez négocié, je pense. J'ai négocié. Vous avez négocié. Oui, Stéphane Rivard. J'ai deux questions, mais je vais en oublier une pour l'instant, qui a rapport à la charte, parce qu'elle n'est pas finalisée encore, je comprends bien. Hein. On l'a pas vu encore. On ne l'a pas vu, donc évidemment, les questions de dérogation, et aussi que les élus, la différence entre le pouvoir et les élus, c'est-à-dire le droit législatif et le droit politique, ça, c'est pas encore tout à fait décidé. Mais enfin, ma question est peut-être pour Jamila Benabid. Avec tous les travaux que vous avez faits et puis l'expérience de vécu, ça m'a rappelé un mot du père Henri Boulade, je ne sais pas si vous le connaissez, et qui disait que on lui posait la question, oui, mais malgré la montée des intégrismes politico-religieux, vous avez quand même des chartes pour protéger votre pays. Et il avait répondu, oui, mais les chartes peuvent changer. Et il dit, lorsque le nombre, la démographie aura changé, à ce moment-là, ça pourrait être modifié. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui est considéré dans cette étude de la charte, c'est-à-dire que les possibilités à venir, que même s'il y a une charte qui est enchâssée, qui est écrite, ça peut changer, parce que c'est toujours au peuple de décider finalement. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que dit Henri Boulade à ce sujet-là? Que même si on établit des chartes, à un moment donné, le pouvoir démographique, les gens qui seront là en majorité, pourront peut-être décider de changer tout ça. Moi, je ne peux pas commenter en fait des propos que j'ai pas lus dans les détails, donc vous m'excuserez. Mais cela étant, je trouve que l'une des plus grandes difficultés que moi j'ai, mais pas seulement en fait, que plusieurs personnes ont lorsqu'ils essayent de porter un éclairage sur la montée de l'islam politique en Occident, eh bien, ce phénomène est toujours soit sous-estimé, soit banalisé, soit minimisé, y compris par des laïcs, y compris par des féministes. Et je dois dire que ça, c'est ma plus grande inquiétude. C'est-à-dire que autant on est immunisé contre le fondamentalisme chrétien de façon générale, et que là, on ne met même pas des gants blancs pour le dénoncer, mais autant lorsqu'il est question de la dénonciation de l'islam politique, alors là, il n'y a plus personne, presque, qui monte au front. Et je dois dire que cette asymétrie, pour moi, elle est insupportable. Et j'y trouve une forme, vous m'excuserez, de grande lâcheté. Et je vous invite, vous, mes amis, vous les laïcs, vous les féministes, eh bien, à avoir exactement le même prisme que vous avez lorsqu'il est question aussi de dénoncer les dérives de l'islam politique. Voilà. Alors, étant donné l'heure, je vais prendre les deux dernières interventions, une à la suite de l'autre. Je vais reprendre les réponses et après ça, on fera un dernier tour de table. Madame? Lucie Rodrigue. En tant qu'ancienne fonctionnaire québécoise, j'ai vécu longtemps avec la réalité du milieu de travail. Alors, ma question est vraiment beaucoup plus terre à terre. Les grands ensembles sont séduisants, les possibilités sont là, on peut très bien se projeter, s'imaginer. Mais là, c'est la transition qui me préoccupe et j'aimerais ça avoir vous entendre un petit peu sur les moyens de transition qui reflèteraient un certain respect, une certaine justice envers les individus qui sont là. Si on pense qu'entre autres, comme employé gouvernemental, pendant qu'on a engagé des gens, on a eu pendant longtemps à choisir beaucoup de gens des communautés culturelles, on avait des quotas à atteindre. Et comme le reste du Québec, il y avait très peu d'immigrants engagés, ben c'est Montréal qui a vraiment pris beaucoup de ces gens-là. Et on les a pris avec le bagage qu'ils avaient, avec les compétences, surtout qu'ils avaient, parce que c'est pour ça qu'on les a engagés au départ, parce qu'ils étaient compétents. Et ensuite de ça, on a fait certains accommodements, on s'est habitué l'un à l'autre. Et avec cette nouvelle réalité de la charte, ça bouscule beaucoup de ces personnes-là. Comment on peut, et comment vous pourriez voir cette façon, et moi je veux dire j'ai un malaise par rapport à ces gens-là, parce que je les ai côtoyés, j'ai travaillé avec eux, ça a été des collègues. Alors comment on ajuste ça, et comment on amène un certain respect, une certaine justice dans la transition? Merci. Je vais annoncer les deux dernières interventions. Monsieur, vous êtes un deuxième tour de parole. Vous allez avoir l'occasion de vous reprendre et de vous présenter.
Rapidement. Rapidement. Vincent Payon, ministre de l'Éducation en France présentement, il a écrit un livre, Une religion pour la République. On pensait que c'était votre nom, mais Il a écrit un livre qui s'appelle Une religion pour la République, la foi laïque. C'est là que ça peut de bout. C'est que le laïcisme veut vous devenir... êtes intervenu sur le même sujet tout à l'heure et il y a une dernière personne derrière Ici vous. au Québec, ça s'appelle éthique et culture religieuse, puis l'animation à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire. L'État est devenu le pasteur laïque du besoin spirituel des enfants. Il faut faire, c'est écrit dans la loi de l'instruction publique, cette chose-là. C'est que ça fait beaucoup. Ils sont tellement sûrs qu'au nom que la foi laïque représente le peuple, puis eux, la hiérarchie, c'est ce qui est démoniaque. Merci, monsieur. La dernière intervenante, madame, et puis après ça, je ferai un dernier tour de table et vous retenez vos réponses aux interventions qui viennent d'être présentées, madame. Bonjour tout le monde, Sylvie Guerrier. J'ai juste une simple petite question. J'ai l'impression que ce soir, il y a des grands absents. J'aurais aimé voir de grands absents peut-être autour de cette table, en particulier peut-être les philosophes et les historiens, parce qu'eux aussi ont mené à travers des temps, des combats pour la laïcité, et il aurait été intéressant d'avoir peut-être leur apport à ce combat, à la mise en place de ces valeurs communes. Et ma question justement est la suivante: comment est-ce que le peuple, qui semble effectivement une fois de plus s'être mobilisé derrière ces grandes valeurs que représente la laïcité, comment le peuple va-t-il s'organiser et comment, derrière des débats un petit peu institutionnels, va-t-on ici au Québec voir peut-être enfin naître une ébullition plus engageante, plus volontaire, moins politiquement correcte, et qui donne envie d'aller de l'avant, qui donne envie aux jeunes, en particulier à nos jeunes, puisque j'épouse tout à fait l'avis de madame tout à l'heure, et de monsieur aussi, c'est pour les générations futures, cette charte, c'est pas uniquement pour nous, et il faut vraiment penser à peut-être à la présence de philosophes. La philosophie peut aider à faire avancer des idées. Les enseignants peuvent être aussi présents dans un tel débat, et ce serait formidable de mobiliser plus de personnes. Il y a beaucoup de femmes ici à Montréal, il y a beaucoup de groupes, de populations diverses qui sont prêtes à amener ce combat. Donc voilà, soyons plus rassembleurs au lieu d'être peut-être pointilleux. Merci, Voilà. madame. En fait, le panel ici, c'est 4 des 10 auteurs. Vous allez être heureuse de voir parmi les autres auteurs un philosophe que vous connaissez sûrement, Henri Pagnard-Ruiz, donc sa contribution de philosophe. Des propos historiques, je pense que Guy Rocher aborde la question de l'histoire, de l'évolution récente du système scolaire. Yvan Lamonde, qui était co-directeur de l'ouvrage, bon, ne signe pas de texte, sauf une introduction avec moi, mais il a quand même un ouvrage très récent. Yvan, le titre... non. Celui de l'an dernier. L'heure de vérité, qui est un historien qui fait l'histoire de la Révolution tranquille, jusqu'à la Révolution tranquille des années 60, et qui traite la question de la laïcité dans l'histoire du Québec. Et vous irez à son lancement mercredi Et de son puis, livre. oui, il sort un deuxième volume demain. Un autre débat, ça part à la librairie Pauline sur la rue Masson. Alors, je donne la parole à mes panélistes, en commençant cette fois-ci par Mme Benavide, donc en 2 minutes ou 2 mots. Des mots de 1 minute chacun. D'accord, alors on répond aux questions, c'est ça? Oui, aux questions, ou si vous avez un commentaire général, un mot de... Je vais essayer en fait de répondre à la question qui nous a été posée, à savoir qu'est-ce qu'on fait pour les employés en fait des communautés culturelles. On les a présentés comme ça. Voilà. Alors, moi j'ai porté plusieurs casquettes dans la vie. J'ai été dans plusieurs sphères différentes. J'ai été dans 4 sphères différentes, à savoir académique, journalistique. J'ai été aussi à la fonction publique. Et donc, c'est en qualité d'ex-employé finalement de l'État que je m'interroge sur cette problématique. Écoutez, est-ce qu'il y avait
des choses qui me déplaisaient fondamentalement dans la fonction publique canadienne. Oui, bien entendu, j'étais pas tous les matins très heureuse des politiques, des principes, des valeurs qui régissaient cette fonction publique. Bon, heureusement pour moi, je ne travaillais pas donc au patrimoine, au ministère du patrimoine, voilà, Dieu m'en garde. Mais tout ça pour vous dire en réalité que représenter l'État, ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Ça, c'est la première des choses. Et le travail de représentation de l'État n'est pas banal. C'est une responsabilité et on doit comprendre qu'est-ce la neutralité. Alors, pour ma part, les communautés culturelles, moi je ne sais pas très bien ce que c'est et je ne comprends pas qu'on associe, qu'on continue d'associer le port des signes religieux avec les communautés culturelles. Parce que je trouve ça extrêmement réducteur, parce qu'il y a des personnes dans les communautés culturelles qui ne portent pas de signes religieux distinctifs, qui sont d'ailleurs, voilà, qui ont des obédiences différentes, donc il y a une pluralité. Et je vais finir donc sur un troisième point. Il y a la neutralité politique qui nous est imposée dans la fonction publique. Moi, je m'y suis contrainte d'une façon assez poussée, puisque lorsque le centre de gravité de ma vie, à un moment donné, s'est déplacé, c'est-à-dire de la fonction publique vers mes choix politiques, c'est-à-dire vers un engagement politique partisan, j'ai préféré démissionner de la fonction publique pour qu'il n'y ait aucune remise en cause de ma neutralité. Donc, lorsqu'on fait des choix dans la vie, on les assume. Je finirai juste sur un dernier point. Je suis en réalité fatiguée de ce chantage affectif qu'on nous présente, à savoir, moi je vais choisir entre mon emploi et mon signe religieux. Non, excusez-moi, c'est pas ainsi que les choses se posent. Ce n'est pas en bradant la neutralité de l'État, ce n'est pas en baissant les normes, ce n'est pas en reculant sur les principes qu'on va émanciper les femmes, puisqu'il s'agit particulièrement des femmes. Peut-on, dans une société, associer l'émancipation laïque avec l'émancipation financière des femmes et avec l'émancipation des femmes tout court? Moi, je pense que oui. Et l'État, la puissance publique, a un devoir d'offrir ces trois émancipations. Et la laïcité en est un socle. Voilà. Alors, très brièvement, pour les prochains, sinon je crains qu'on va nous expulser. On arrive proche de la limite de tolérance. Alors, vas-y, Daniel. Ça va être une expulsion massive, là, si vous expulsez. Alors, deux réponses à deux questions qui, à mon avis, étaient très intéressantes. Sur le pouvoir de changer des lois par des nouvelles majorités, la nouvelle démographie et tout ça. Vous savez que les constitutions, c'est fait pour ne pas être changé facilement. Et quand on enchasse des principes, des valeurs, dans une constitution, c'est pour que ça dure, sans empêcher qu'elle puisse changer. Bien que vous savez qu'il y a des constitutions qui ont des clauses comme d'éternité, des choses qui ne peuvent jamais être modifiées, comme la démocratie par exemple. Elles ne sont pas nombreuses, les constitutions où il y a des clauses d'éternité, où on ne veut même pas modifier la constitution. C'est d'ailleurs vu comme étant même contraire à la souveraineté du peuple, mais ça existe. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'enchasser dans des constitutions des principes et des valeurs, parce qu'on ne peut pas changer ça du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait un autre grand débat public, où il faut qu'il y ait une majorité au Parlement, il faut qu'il y ait un référendum. Et là, nous, si on met ça dans la Charte des droits et libertés, on fait un pas, pas tellement parce qu'on ne peut pas changer ça facilement. Notre Charte québécoise, elle est quasi constitutionnelle parce que il lui manque l'idée, il manque la procédure, le mécanisme qui ferait qu'elle ne peut être modifiée que par des majorités qualifiées ou par un référendum. Un jour, quand on aura une constitution québécoise, quel que soit le statut politique du Québec, comme je le promeux depuis longtemps, on pourra faire ça. On pourra rendre plus rigide la constitution
Constitution et rendre la modification plus difficile, ce qui est, à mon avis, souhaitable pour pas que des majorités passagères essaient de modifier les valeurs fondamentales d'une société. Alors, sur le droit de retrait, je veux quand même répondre à la question, parce que je pense que c'est une bonne question, c'est une question importante pour des personnes et des individus, puis des personnes qui ont des préoccupations comme vous en avez exprimé. La question, c'est s'il y a un droit de retrait, tel que le gouvernement le propose dans ses orientations, et qu'il doit être temporaire et transitoire, comme l'a ajouté le ministre Drainville dans une conférence de presse. C'est pas dans le document. Daniel l'a remarqué, hein, il l'a dit. Mais est-ce qu'il devrait y avoir une mesure transitoire pour des personnes qui travaillent actuellement pour la fonction publique, qui ont été embauchées alors que cette loi n'existait pas et donc ne prévoyait pas qu'on ne devait pas porter de signes religieux? Je crois que c'est là une question qui devrait nous amener à réfléchir sur l'idée qu'il devrait peut-être y avoir des mesures transitoires et temporaires de cette nature-là. Jusqu'où et comment, ça c'est un débat peut-être difficile, technique. Et je terminerai, Daniel, en disant, je suis heureux qu'il y ait ce débat au Québec. Je suis heureux que nous décidions collectivement, je pense qu'il faut au moins dire ça au gouvernement, M. Drainville, à Mme Marois, qu'il y a cette idée de faire ce débat. Parce que je crois qu'il s'impose pour mener à terme le processus de laïcisation du Québec. Je souhaite qu'il soit fait dans la dignité. La situation actuelle est le fruit de l'attentisme, de l'inaction législative depuis au moins 15 ans, qui a fait donc, quel que soit l'optique politique, il y a, en termes davantage de la couleur politique, il y a un grand courage politique qui est exercé par le gouvernement actuel d'agir sur cette question. La question de la laïcité transcende des clivages souverainistes, fédéralistes ou autres. J'ai des amis de toute provenance, origine qui y adhèrent lorsqu'ils comprennent bien la question. Et on concentre le propos et le débat sur les libertés individuelles, mais les libertés fondamentales ont des volets individuels et collectifs. Même la Cour suprême a dit que la liberté de religion avait des composantes collectives et individuelles. Et donc, il y a un droit collectif à cette neutralité de l'État, tout comme l'égalité homme-femme a aussi des composantes collectives et non uniquement individuelles. Je pense que concrètement, oui, est-ce qu'il y aura des mesures transitoires ou grand-périser ou grand-mériser certaines personnes? Bon, le statut particulier des médecins qui n'ont pas vraiment de pouvoir de coercition, là, si ce n'est que de guérir, mais qui doivent travailler pour l'État. Peut-être qu'il y a une situation qui est particulière, mais c'est un projet de société qui appartient aux citoyens, aux législateurs, et il est beaucoup plus sain d'avoir ces confrontations d'idées que de les laisser dégénérer en des confrontations qui menacent beaucoup plus le devenir de notre société. Et moi, je vois cette confirmation dans un continuum de clarifier les mesures qui nous rejoignent. Et s'il est clair, parce qu'à date, il y a aussi une vision, l'État ne doit pas agir, mais on reconnaît tous que l'État n'a pas sa place, selon l'expression de jadis, dans la chambre à coucher des citoyens, mais réciproquement, les citoyens qui représentent l'État doivent conserver ce qui est intime pour eux. Ils doivent être un trait d'union pour que tous les citoyens doivent se reconnaître dans l'État et tous les citoyens doivent sentir qu'ils appartiennent à l'État quand ils font affaire avec l'État. Donc, c'est un projet de société pour que le Québec devienne meilleur. Eh bien, on a dit de moi que je suis passéiste, alors je vais assumer mon rôle de passéiste. Parce que je ne peux pas ne pas me reporter à il y a 35 ans,
lorsque j'ai été pris aussi dans une autre tourmente autour d'une autre charte, la charte de la langue française. Il y a 35 ans, la charte de la langue française présentée à l'Assemblée nationale divisait le Québec, divisait les francophones. Il y avait les francophones qui étaient contre, il y avait les francophones qui étaient pour. Le Parti libéral était contre. Le Devoir, le journal Le Devoir, dirigé par Claude Ryan, était contre. Pierre Laporte-Guédé s'en souvient très bien de tout cela. Et évidemment, qu'on appelle les communautés culturelles étaient ciblées, entre guillemets, encore une fois, parce que c'était à elles qu'on allait imposer l'école française. Bon, eh bien, ce que j'ai vécu à cette époque-là, c'est que c'est une sorte de période éducative du Québec. Le débat que nous avons eu était un débat éducatif. Nous avons eu à apprendre à vivre dans une société québécoise, dans un État québécois, de langue française. Enfin. Et je dirais que ce processus éducatif a été efficace. Finalement, on a accepté progressivement que l'école française était l'école principale, qu'elle était l'école où allaient tous ceux qui arrivaient et qui venaient s'installer dans ce pays. Bien sûr, la Charte de la langue française connaît encore tous ses détracteurs, mais il reste que la Charte de la langue française a contribué à une éducation de nous tous au Québec. Eh bien, je pense que nous sommes engagés dans un deuxième processus éducatif collectif. Comme dit Daniel Turp, oui, c'est très bon que nous ayons cette discussion, et je crois que c'est très éducatif. C'est éducatif pour, disons, la majorité, puisqu'il y a aussi une majorité puis qu'il y a des minorités. C'est éducatif pour les minorités. Je pense que nous sommes tous en train, à travers ce débat, autour d'une charte dont nous ne connaissons même pas encore toute la composante, mais on espère que Daniel Turp donnera son dernier grand tour. Mais je crois que ce que Madame a appelé tout à l'heure la transition dans laquelle nous vivons, c'est une autre transition. Nous avons connu la transition de la langue, nous connaissons maintenant la transition du religieux. Et moi, en tant que vieil éducateur, je dis, cela fait partie de notre éducation continue en ce moment, comme Québécois, d'apprendre, mais qu'est-ce que c'est que la laïcité, qu'est-ce que c'est que la sécularité, qu'est-ce que c'est que la neutralité d'un État et d'institutions publiques, et qu'est-ce que c'est que de vivre avec un État qui s'appellera un certain État laïque, on espère prochainement. Bien, moi, elle me dit, bravo, nous vivons une période d'éducation collective, et ce qui est important, c'est que ceux qui, comme nous, avons une opinion, eh bien, qu'on continue à la présenter, parce qu'il ne faut pas qu'il n'y ait qu'un autre point de vue qui s'affirme dans le public et dans les médias, qui sont un peu trop biaisés, à mon avis. Je le sais pour avoir été un peu vite. Mais donc, oui, je pense que nous avons affirmé nos positions dans la perspective, justement, que nous faisons partie d'un mouvement d'éducation collective. Merci. Je vous remercie et c'est un débat pour suivre. Jamila. Il y a donc une diffusion à l'heure où certaines écoutes de radio. Tu retournes là ce soir? Ok.
Ok, alors je t'envoie des choses. Oui, on va. Allez, si je t'agace avec ça, c'est ce qui me convainc. C'est ce qui me